à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous filmer enfin un bilan lecture, le premier de l'année. Oui, je m'excuse pour le retard accumulé pour les bilans lecture et du coup je vais pas avoir d'autre choix que d'être assez brève dans cette vidéo pour éviter qu'elle ne dure 3 heures puisque du coup j'ai 3 mois de lecture à vous résumer. Pour ma défense, c'est vrai que en janvier, je n'ai lu que 2 livres, donc c'était assez pauvre pour faire un bilan lecture mensuel pour janvier. Et à l'origine, j'avais prévu de faire un bilan janvier-février. Et en fait, mars, j'ai absolument pas eu le temps de m'occuper de tourner un bilan lecture, ce qui fait que j'ai 3 mois de lecture à vous résumer ici. Rassurez-vous, pour le coup, les bilans lecture vont revenir à un rythme de un bilan lecture par mois. Donc en avril, fin avril, vous allez avoir mon bilan lecture d'avril. Voilà, tout va rentrer dans l'ordre, mais c'est vrai que c'était un petit peu compliqué niveau gestion YouTube. En début d'année, vous avez pu vous en rendre compte, j'ai tourné assez peu de vidéos, essentiellement des vidéos pile à lire, puisque c'est finalement ce qui marche le plus, j'ai l'impression ici, en tout cas pour mes vidéos à moi. Et il y a une vidéo collaboration avec Mila qui arrive la semaine prochaine, normalement, donc où je vais plus parler drama cette fois-ci. Donc, allons-y pour ce bilan lecture. On commence avec un graphique. J'ai adoré lire le K-Voyage qui est un carnet de voyage qui se déroule en Corée du Sud. L'autrice était déjà fan des K-dramas et de la K-pop, qui était une des raisons pour lesquelles elle a voulu voyager. Et ce que j'ai trouvé très sympa dans ce carnet de voyage, c'est qu'il y a un côté très BD en fait dans la manière dont les personnages qu'elle rencontre, dont les personnes qu'elle rencontre, qu'elle illustre dans ce carnet de voyage raconte ce qu'elle a pu vivre, du coup ses souvenirs à elle. Elle le fait à travers des bulles, alors que souvent dans les carnets de voyage c'est juste quelques lignes qui sont inscrites sous le dessin. Du coup ça donne un côté très dynamique à la lecture, j'ai trouvé, de ce carnet de voyage, en plus du fait qu'il est sublime. Je voulais vous montrer quelques pages, mais je l'ai montré à une collègue, je l'ai prêté à une collègue qui voulait elle-même voyager en Corée, donc du coup je peux pas vous montrer les illustrations, mais en tout cas rien que la couverture le montre. C'est vraiment ce style de dessin que vous allez avoir tout le long. C'est pas son premier carnet de voyage, je sais qu'elle en a fait d'autres, il me semble un en Inde je crois, et un deuxième avant, mais je sais plus où exactement. Mais voilà, c'est en tout cas un gros coup de cœur que j'ai eu pour ce carnet de voyage que je vous conseille. Que vous vouliez voyager ou pas forcément en Corée du Sud, mais si en tout cas c'est un pays qui vous attire, voilà, lisez-le. Ça a été vraiment pour moi un grand voyage juste en restant dans mon canapé. Et j'ai adoré le feuilleter. Et je vous conseille du coup aussi d'écouter la playlist en le lisant. À chaque page, du coup, on a pendant tout le voyage la playlist qui l'a accompagné à chaque étape de son voyage. Et je trouve ça très sympa d'avoir inséré des titres qu'elle a pu écouter durant son voyage. C'est essentiellement des titres de K-music, bien sûr, de K-pop et autres musiques coréennes. Mais voilà, et il y a aussi beaucoup de références du coup au drama par rapport au lieu qu'elle a visité, où elle précise à chaque lieu qui fait référence à un tournage de quel drama il s'agissait. Voilà, très sympa, très dynamique à lire, une colorisation sublime et des illustrations magnifiques. Et on va rester en Asie, mais on va changer de pays, de l'Asie de l'Est. On va se tourner en Chine, puisque en début d'année, en janvier, j'ai fait une relecture du tome 1 du grand maître de la cultivation démoniaque. C'était dans le cadre du challenge que j'organise avec Lucienne, qui est le rattrapage lecture, qui est un challenge de lecture qui se déroule sur toute l'année. Vous choisissez un palier de points atteint, 50, 100, 150, comme vous voulez. Et vous avez du coup un an. Vous pouvez vous inscrire jusqu'au mois de juin, jusqu'à fin juin. Je vous mets en barre d'infos, bien sûr, l'article sur lequel vous pouvez vous inscrire pour le challenge, si ça vous intéresse. C'est un challenge de lecture qui se concentre uniquement soit sur les livres qui sont écrits par des auteurs asiatiques, soit qui se passent en Asie, ou qui parlent de l'Asie pour les documentaires, et tous les supports de livres sont
accessibles pour le challenge, sont autorisés pour le challenge. Et du coup, la première lecture commune que l'on a organisée qui permet de rattraper, d'avoir des points bonus en plus, en respectant les thématiques associées pour les lectures communes. Pour janvier, c'était de lire un livre qui a été adapté en drama, dont le drama a eu beaucoup de succès. C'est pourquoi on s'est tourné vers Le Grand Maître de la Cultivation Démoniaque, qui est un univers, vous le savez, qui est riche à mon cœur pour moi, que j'aime énormément. C'est mon drama préféré aussi pour l'adaptation drama, qui est devenu mon drama préféré. J'ai totalement conscience des défauts qu'il y a dans ce drama, notamment visuels. Si vous n'avez pas l'habitude des dramas chinois et encore moins des dramas chinois fantasy, je vous déconseille de découvrir l'univers avec le drama, puisque c'est vraiment pas un drama évident à regarder visuellement si vous n'avez pas l'habitude de thèmes de réalisation des séries asiatiques chinoises. Voilà, c'est pas forcément par là que je vous conseille de découvrir l'univers, ni forcément par le roman. C'est un univers qui est très complexe, les romans sont très denses en termes d'information. Si vous n'avez pas l'habitude que ce soit de la fantaisie ou du principe de la cultivation, pas forcément vers le grand maître de la cultivation démoniaque que je vous tendrai pour découvrir tout ça. Par contre, vous pouvez totalement découvrir l'univers avec l'animé ou le manhwa, ça aucun problème. L'animé est sublime, le manhwa est tout aussi sublime, et ça fait partie des livres que j'ai lus aussi en ce début d'année, quand Kogumi a sorti les 3 nouveaux tomes du grand maître de la cultivation démoniaque version manhwa. Du coup, j'ai enchaîné avec la relecture des 3 premiers tomes du manhwa et les 3 tomes qui sont sortis par la suite. Et en plus de ça, avec du coup les 4 tomes que j'ai lus, puisque le 4e tome est sorti en mois de mars. Donc voilà, j'étais plongée à fond dans mon univers de fantasy préféré. En ce début d'année, ça fait toujours du bien pour moi de revenir sur les bases. Je vais éviter de vous faire un long résumé, encore une fois, de cet univers dont j'ai déjà beaucoup parlé sur la chaîne. Juste pour résumer très brièvement, on suit Wei Wuxian, qui est le grand maître de la cultivation démoniaque du titre, qui décède qui meurt à l'âge de 16 ans, en étant tué par, je vais pas vous le dire, quoique si c'est dès l'introduction, donc je peux vous le dire, il est tué par son petit frère adoptif, qui le trouve responsable du coup de la manière dont il a évolué et la manière dont il a mal évolué pour lui et pour l'ensemble du monde de la cultivation, puisqu'il s'est tourné vers la magie démoniaque, pas la magie, la cultivation démoniaque, pour essayer de sauver les innocents d'un clan ennemi que tout le monde a mis dans le même panier que tous ceux qui ont participé à la tuerie de masse de ce clan. Et il y a eu quelques innocents qui l'ont aidé à survivre en plus de ça, et donc Wei Wuxian, pour les sauver, s'est détourné du monde de la cultivation de base pour se tourner vers un autre principe de cultivation qui est mal vu, et à partir du moment où il perd le contrôle de ses pouvoirs pour le monde de la cultivation, il est venu l'ennemi numéro 1 à abattre finalement. Et 16 ans après sa mort, donc l'intrigue du présent, c'est ça aussi qui rend complexe l'intrigue et la compréhension de l'histoire, c'est qu'il y a 2 temporalités qui sont liées. Et donc l'intrigue du présent, Wei Wuxian revient à la vie dans le corps d'un autre cultivateur qui a fait revenir son âme dans son corps pour qu'il le venge de sa famille adoptive qu'il a toujours maltraité. Et en lui accordant cette vengeance-là, en fait, il va découvrir des indices sur ce qui a pu se passer 16 ans auparavant, sur comment il a perdu ses pouvoirs démoniaques, et que finalement, contrairement à ce que tout le monde peut croire, il n'est pas le seul et unique responsable de la perte de ses pouvoirs, et que peut-être qu'il y avait quelqu'un d'autre qui contrôlait tout ça depuis le début. Voilà, c'est mix entre du coup fantasy et thriller que j'aime énormément. Ce sont 2 genres de prédilection pour moi que j'aime énormément. Donc on peut comprendre pourquoi j'aime énormément cet univers-ci, et on suit du coup toutes ces aventures à travers ces 4 tomes. Il y a un 5e tome à paraître qui concerne les chapitres spéciaux, qui sont très intéressants à lire, aussi bien sur les personnages principaux que secondaires.
C'est vraiment des chapitres que j'ai hâte d'avoir entre les mains, puisqu'il y en a que j'ai adoré découvrir. Quand j'ai découvert le drama, j'avais tout enchaîné, donc avec le roman, le web roman. Du coup, à l'époque, c'était encore qu'un web roman, puisque Bookmark n'a pris les droits que il y a 2 ans, il me semble, assez court. En fait, ils ont fait les parutions de chaque tome de manière assez courte et assez rapide, donc c'était très appréciable d'ailleurs d'avoir les tomes qui paraissaient aussi vite et à pas avoir à attendre 1 an entre chaque tome. C'était très appréciable pour moi et pour tous les fans, je suppose. Et pareil pour les éditions Komogi qui font aussi les sorties, je trouve, assez rapidement pour le manoir. Donc voilà, si vous voulez découvrir l'univers, il y a plein de façons de le faire différentes. À vous de choisir celle qui vous convient le mieux. Ensuite, j'ai lu toujours dans un univers asiatique le grand magasin des rêves de Miemi. Donc là, on retourne dans la littérature coréenne cette fois-ci. Le grand magasin des rêves, on est plus dans je dirais presque du réalisme magique, mais c'est encore différent, je trouve. Puisque le réalisme magique, pour ceux qui ne connaissent pas cette influence, ce courant littéraire, on est dans le réel, dans le monde réel, et le magique est très très réduit, et en fait, c'est plus une perception de quelques éléments étranges dans le récit. Si vous connaissez Petite boîte de... Je vais oublier le nom de l'autrice, qui est aussi de la littérature japonaise, ou Le Tambour, qui est peut-être plus connu dans la littérature allemande classique. Voilà, c'est ça un petit peu le réalisme magique. C'est des éléments très flous dans un monde, dans le monde réel. Et donc le grand magasin des rêves, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que déjà on suit une jeune femme qui s'appelle comment déjà Penny, voilà, qui s'appelle Penny, qui vit dans cette ville de rêve où on ne peut y accéder qu'en rêve, et elle décroche le job de son rêve qui est de travailler dans le magasin le plus populaire concernant les rêves. Et voilà, il y a tout un monde de fonctionnement, un mode de fonctionnement dans cette ville auquel on ne peut accéder qu'en rêve, qui est assez bien construit et que j'ai adoré voir développer à travers le roman. C'est un one-shot pour le coup. Et en fait, je ne m'y connaissais pas assez bien pour savoir si les éléments de l'intrigue par rapport aux personnages, aux créatures qu'elle développe, aux symboles par rapport aux rêves, tout ça qu'elle développe à travers son récit, si c'est lié à de la mythologie coréenne ou si tout sort vraiment de son esprit, je ne sais pas, mais en tout cas c'est très bien construit, c'est très bien fait. La lecture est très fluide. Et donc voilà, tout le récit, on suit Penny qui va vivre dans ce grand magasin des rêves et qui va avoir affaire à différents profils de clients, donc nous qui sommes voyageurs dans cette ville en rêve et qui vont chercher du coup différents rêves selon leurs envies. Et donc chaque étage de ce magasin fonctionne par rapport à des profils de rêves différents. Donc par exemple, il y a les rêves souvenirs, il y a les rêves prémonitoires, il y a les cauchemars, voilà, il y a différents types de rêves et tout ça est très bien construit. Et surtout ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le lien avec le monde littéraire, surtout le monde éditorial chez nous, que il y a vraiment un beau parallèle, j'ai trouvé, entre les créateurs des rêves et les écrivains sur comment ils seront payés, les créateurs des rêves dans le livre, et la chaîne du rêve, finalement, comment la chaîne du rêve fonctionne dans son univers et comment est le parallèle avec notre chaîne du livre à nous, avec le créateur du rêve, celui qui édite entre guillemets le rêve, celui qui vend le rêve. Voilà, c'est un parallèle que j'ai adoré découvrir, surtout moi qui suis bibliothécaire et qui connais très bien le monde du livre. Il y a plein de références là-dessus entre comment ça fonctionne, être créateur de rêve et du coup le lien avec auteur de livres. C'est très intéressant à lire, surtout si vous vous y connaissez aussi dans le monde du livre et surtout dans le monde éditorial. En fait, c'est vraiment par là que le parallèle s'est fait en premier lieu. Et voilà, j'ai trouvé ça hyper intéressant de ce côté-là. Et encore une fois, si vous avez plus l'habitude de la mythologie coréenne, moi je ne connais absolument rien à la mythologie coréenne,
Je sais pas comment elle fonctionne, je sais même pas si elle existe en fait. Est-ce qu'il y a une mythologie coréenne? Je suppose que oui, comme dans tous les pays finalement. Mais c'est un livre que j'ai pris énormément plaisir à lire et qui est vraiment un livre très feel good finalement, qui fait du bien au moral parce que chaque symbole, chaque manière dont les rêves sont interprétés, suivant les différents profils de clients, même si deux types de clients demandent un même type de rêve, par exemple souvenir, bah un rêve souvenir, les deux vont pas le percevoir de la même manière. Voilà, c'est plein de choses comme ça que j'ai beaucoup aimé dans le Grand Magasin des Rêves et que je vous conseille énormément parce qu'il est vraiment accessible pour tous. C'est vraiment un livre très facile à lire qui fait du bien au moral encore une fois et avec des personnages qui sont hyper attachants. Penny est très attachante, elle essaye vraiment de comprendre les différents profils de ses clients, les différents types de rêves, les rêves qui peuvent le mieux convenir pour ses clients. Et voilà, et il y a ses collègues aussi qu'on apprend à connaître dans le livre. C'est tout un univers que j'ai adoré découvrir dans le Grand Magasin des Rêves et je vous le conseille, surtout si vous aimez la littérature coréenne. Ensuite, j'ai lu pour le boulot, puisque on a reçu pour le Printemps du Livre Lucie Brion, qui a écrit notamment, qui a fait la BD Voleuse, et là c'était surtout pour le cadre de sa BD Happy Ending, qui est une BD là aussi totalement feel good, et ça se voit déjà à la couverture que c'est une BD totalement feel good. On suit les aventures d'un couple finalement, et il n'y a pas forcément de lien entre ces différentes aventures. Ça peut être très burlesque, parfois ça peut être très drôle, parfois ça peut être très dramatique aussi. Et voilà, encore une fois, c'était une lecture qui m'a fait du bien moral et c'était surtout ce type de lecture-là dont j'avais envie en ce début d'année, finalement, puisque niveau actualité, c'est pas ouf non plus. Donc j'avais surtout envie de lire des livres comme ça, un peu feel good, comme Le Grand Magasin des Rêves ou Happy Ending. Alors après, Le Grand Maître de la Cultivation Démoniaque ne rentre pas forcément dans le lot, mais c'était plus parce que ça rentrait totalement dans ma zone de confort. Et de manière générale, par rapport à mes lectures de ce début d'année, je ne suis pas forcément sortie de ma zone de confort. J'ai commencé à le faire pour le mois d'avril, vous allez le voir et le constater du coup à mon bilan d'avril, mais c'est vrai que de manière générale, j'étais plutôt lecture feel good et happy ending. Rien que le nom, rien que la couverture le montre, c'est vraiment une BD adorable à lire que vous pouvez tous lire. Alors ça reste public ado, adulte, pas à mettre entre les mains des enfants. Il y a des choses qu'ils comprendront pas forcément, et il y a des dessins qui sont assez subjectifs aussi, donc voilà, à éviter de mettre entre les mains des enfants, mais par contre, voilà, c'est vraiment le genre de lecture avec laquelle on ne se prend pas la tête finalement. Et ouais, j'ai adoré la lire, et apparemment l'autrice est très très sympa, qui était invitée au Printemps du Livre. Les collègues qui l'ont rencontrée ont dit qu'elle était hyper accessible, que les animations avec les classes se sont très bien passées avec elle, donc voilà, autrice adorable, BD géniale, donc que demander de plus? Ensuite, j'ai lu et adoré, vraiment énorme coup de cœur, comme beaucoup des livres que j'ai lus en ce début d'année, Les Ondes de Willow Thorne, qui est le dernier roman en date de Estelle Faye, qui est une autrice du genre imaginaire francophone que j'adore de manière générale, et encore une fois, j'ai adoré. Dans ce dernier roman qu'elle a sorti, c'est un roman Dark Academia plutôt, c'est aussi un one-shot, donc vous n'allez pas vous tourner dans une nouvelle saga en le commençant, ça c'est bien, ça évite de commencer une énième saga. C'est un one-shot que j'ai adoré, et pour le coup j'ai pas ressenti la frustration que j'ai tendance à ressentir quand je lis des fantasy one-shot, où j'ai tendance à trouver que il manque quelque chose, qu'on aurait pu aller plus loin dans l'univers avec les personnages, tout ça, comme on a l'habitude des sagas avec des univers de fantasy très étoffés. En général, dans les one-shots de fantasy, je suis assez déçue, et là, ça n'a pas été le cas, pas déçue, mais frustrée du manque de quelque chose, et là, ça n'a pas été le cas du tout. Donc, Les Ondes de Willow Thorne, on y suit, comment il s'appelle déjà? Liam.
qui est un jeune homme qui vit dans les bas-fonds de Londres, qui est pauvre et qui vit avec ses deux meilleurs amis, entre autres. Et un jour, quelqu'un va le retrouver et lui apprendre qu'il est l'héritier d'un riche homme d'affaires, politique, pardon, d'un riche politique, je crois que c'est un duc, il me semble, si je ne me trompe pas, et le duc est prêt à le reconnaître comme son héritier si à la seule et unique raison si il accepte de suivre ses études à Williamstown, qui est réputée pour être la meilleure, en tout cas la plus réputée université de magie, et du coup Liam il va pas avoir d'autre choix que d'accepter pour accéder à cet héritage et pouvoir aider sa famille et ses deux meilleurs amis à sortir de la pauvreté. Et en rentrant dans cette école, il va faire la rencontre d'un autre jeune homme dont j'ai zappé le nom. Décidément, moi et la mémoire des noms, c'est toujours une catastrophe. Et donc, il va rencontrer un autre jeune homme dans cette université magique et ils vont apprendre qu'il y a tout un complot qui a existé, notamment sur une série de meurtres, de victimes qu'il y a pu y avoir dans cette université-là, qui est très ciblée noble, très ciblée richesse. Voilà, donc si vous ne faites pas partie de la noblesse, si vous n'êtes pas riche, mais que vous êtes là juste pour vos dons, ça va très mal se passer pour vous. Si vous entrez dans cette université-là, voilà, c'est très sélectif. Et ceux qui rentrent là que par leurs dons finissent la plupart du temps à devenir juste des pantins des riches, finalement. Donc voilà. Voilà pour le résumé, qui est très bref. Encore une fois, désolé. Pour le résumé, et surtout, le mystère qu'il y a tout autour de l'université, c'est ça qui m'a énormément plu. Les personnages m'ont beaucoup plu aussi, mais c'est surtout le duo principal qui est mis en avant, où leur relation... Alors, il y a une romance, effectivement, entre eux, mais c'est très slow burn, et la romance n'est pas du tout le sujet principal du roman. Et Stelfy, de manière générale, si vous la connaissez, vous savez que la romance, c'est pas le détail principal de ces romans. À chaque fois, elle est assez secondaire, mais quand même, elle est présente, et pour le coup, elle est assez slow burn. Mais alors, par contre, l'alchimie qu'il y a entre les deux, j'ai adoré cette alchimie. Et de manière générale, j'ai adoré les personnages, même les secondaires. Par exemple, les deux amis de Liam, les deux meilleures amies de Liam, qui sont très présentes et très importantes dans l'avancée du récit, j'ai adoré. Et Liam, malgré le fait que du coup il vienne des bas-fonds de Londres, qu'il n'a pas l'habitude de cette richesse, d'être entouré de ces ducs, de ces riches héritiers, tout ça, il a absolument pas l'habitude. Du coup, ça va le conduire à être un petit peu isolé par rapport aux autres. Finalement, il va quand même réussir à se trouver un groupe d'amis. Et ce groupe d'amis-là, c'est peut-être la seule chose qui m'a un petit peu frustrée, du fait que je les ai trouvés assez en retrait par rapport à, par exemple, les deux meilleurs amis de Liam et l'autre garçon dont j'ai zappé le nom. Et voilà. Mais c'est peut-être un petit peu le seul point noir, je dirais, de ma lecture. J'aurais peut-être aimé les voir un peu plus en avant. Mais à part ça, j'ai passé un excellent moment de lecture, à tel point que je l'ai commencé un dimanche et je l'ai terminé le même jour. J'ai tout enchaîné, c'est vraiment une lecture hyper fluide. Mais si vous avez l'habitude des romans de Stelfy, voilà, vous voyez ce que je veux dire. À chaque fois, moi, quand je me plonge dans un de ces romans, j'enchaîne les pages et finalement le roman je le termine en une journée, je ne m'en rends même pas compte. Et voilà, c'est un roman que je vous conseille absolument, surtout si vous aimez tout ce qui est Dark Academia, tout ce qui est mystère, tout ce qui est secret, université, enfin voilà, complot dans une université, tout ça. Et voilà, c'est cette ambiance-là et moi j'ai adoré et vraiment je ne peux que vous le conseiller. Ça a été un de mes plus gros coups de cœur de ce début d'année en tout cas. Et ensuite, j'ai lu aussi, toujours pour le boulot, et notamment le Printemps du Livre, comme Lucie Brion, on a accueilli pour le Printemps du Livre Sylvain Levé, qui est un auteur de pièces de théâtre. Donc pour le coup, c'est vrai que j'ai pas du tout l'habitude des pièces de théâtre, mais c'était moi qui m'occupais avec une collègue de l'accueil de deux comédiennes qui jouent dans une pièce de théâtre de Sylvain Levé.
Et du coup, dans le cadre de cette rencontre, j'ai lu 3 de ses pièces. Sylvain Levé, alors lui pour le coup je ne l'ai pas rencontré, j'ai juste rencontré les 2 comédiennes qui jouaient dans une de ses pièces. Et donc j'ai lu Alice pour le moment, j'ai lu Focal Storm et j'ai lu 3 minutes de temps additionnel aussi. Donc 3 minutes de temps additionnel, c'est une pièce qui se concentre sur 2 passionnés de foot. Étant donné que c'est absolument pas mon cas pour le foot, j'y connais rien du tout. Et il y a pas mal de débats autour des joueurs, des clubs, tout ça. Ça m'a un petit peu saoulée, c'est vrai, c'est pas des 3 pièces, c'est celle que j'ai le moins appréciée. Mais par contre, que ce soit 3 minutes de temps additionnel, Alice pour le moment ou Frankenstein, à chaque fois ce sont des pièces très courtes où il y a énormément de thématiques très importantes, très bien abordées. Et c'est ça qui fait la richesse des pièces que j'ai découvertes de Sylvain Levé. C'est des pièces qui sont accessibles dès le collège. La classe qu'on a accueillie, avec lequel on a accueilli pour les 2 comédiennes, c'était une classe de 5e. Et c'est vraiment très abordable comme pièce de théâtre, donc tout le monde peut les lire. C'est fait pour tout public. Donc voilà, 3 minutes de temps additionnel, c'est centré sur le foot. Focal Storm, c'est un triangle amoureux qui évolue pas forcément de la manière vers laquelle on va le penser, entre 2 garçons et une fille. Et il y en a un qui va devoir déménager à Focal Storm. Et donc c'est une pièce là aussi qui aborde beaucoup de sujets, notamment le sujet de la séparation qui est assez compliqué pour ces 3 amis. Et du coup très centré sur la romance. Et Alice pour le moment c'est aussi centré sur la romance, mais pas que sur la romance. Là pour le coup Alice elle vient d'une famille de réfugiés politiques, donc c'est peut-être un peu plus compliqué à comprendre pour le coup. Mais voilà, c'est 3 pièces que j'ai adoré découvrir, adoré travailler aussi avec ma collègue, de découvrir tous les thèmes qui sont abordés dans des chapitres qui sont très courts, dans des pièces qui sont très courtes. C'est très intéressant à lire et à aborder si vous-même vous voulez travailler là-dessus avec vos enfants ou vos élèves, si vous travaillez dans l'éducation, peu importe. C'est des pièces que j'ai trouvé très sympas à lire. Et voilà, c'est tout pour moi pour ce bilan lecture. Je me rends compte que du coup j'ai peut-être été un peu trop brève pour le coup, puisque j'ai tout résumé en une vidéo de moins de 30 minutes, donc finalement ça allait très vite. Si vous avez des questions sur ces romans-ci, si vous voulez plus de détails de ma part, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Vous dites-moi ce que vous avez lu durant ces 3 premiers mois de l'année 2025, si vous avez eu des coups de cœur, des déceptions. Moi, pour le coup, vous avez pu le constater, je n'ai eu aucune déception pour le moment. Donc, espérons que ça continue comme ça, mais je vais forcément avoir des déceptions à un moment donné. Je connais pas une année de lecture sans déception. En tout cas, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur la chaîne.